Les défis qui nous interpellent sont vraiment nombreux. D'abord, le premier défi, c'est la participation des femmes dans les instances de décision, leur implication dans les instances de décision et de gouvernance. On a remarqué que les femmes, surtout en matière de processus de fait, les femmes ne sont pas suffisamment impliquées. Elles ne participent pas aux négociations dans la plupart de nos pays. Et on a des médiatrices et on ne fait pas appel à ces médiatrices. Nous avons des systèmes, des canaux de médiation endogènes. On ne fait pas appel à ces médiations et c'est important. La médiation ne doit pas uniquement se passer au sommet de nos États avec les chefs d'État et autres. Nous avons des femmes d'une représentation certes, mais elle est faible. Et elle ne prend pas toujours en compte du fait que c'est un petit nombre des préoccupations des femmes. Il y a cette représentation déjà qui fait défaut. Et même la petite représentation que nous avons dans les assemblées, ce n'est pas toujours de qualité. En ce qui concerne la question sécuritaire, c'est surtout le défi de renforcement de nos connaissances sur les différents cadres juridiques qui existent et également un grand défi de socialisation parce qu'il existe beaucoup de construits basés sur des préjugés que nous devons travailler à déconstruire pour permettre à la femme d'avoir véritablement confiance en elle-même et impacter la jeune génération, la jeune fille, pour qu'elle puisse, elle également, chercher à travailler, à être dans les sphères de décision, être dans les cadres de décision. Tant qu'on ne sera pas dans ces instances-là, nos préoccupations ne seront jamais prises en compte. Et également, il y a le fait qu'il faut qu'on travaille à avoir un bon plaidoyer basé surtout sur un dialogue constructif pour amener les premiers décideurs, ça veut dire les politiques, à avoir cette volonté politique qui est inclusive et participative pour voir effectivement les femmes apporter leur contribution. Le principal défi, il est d'ordre socio-culturel. Nous avons certaines contre-valeurs qui voient d'un mauvais œil la femme sur la scène politique ou publique en train de donner son point de vue. Alors que dans toutes les sociétés du monde, aussi bien africaines qu'ailleurs, la femme a toujours joué ce rôle de prévention, d'alerte, de gestionnaire, de tout. Des ressources familiales, médiatrices au sein de sa société, entre ses enfants, entre son mari et sa famille. Mais toutes les fois où il s'agit de grandes questions liées à la vie de la nation ou bien de la politique, malheureusement, on essaie de reléguer cette femme au second rang. Autre raison qui peut expliquer cela, c'est une certaine mauvaise interprétation des textes religieux, notamment de l'islam, qui des fois peut handicaper la femme et la faire taire. Parce que toujours est-il que aussi à ce niveau, quand la religion est mal interprétée, on ne permet pas à la femme de s'exprimer publiquement. Au Mali, quand même, nous avons un accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Il y a aussi les mécanismes qui sont là, qui sont mis en place. Mais le problème que nous avons et le défi que nous avons, c'est que les femmes sont sous-représentées dans ces commissions de mise en œuvre de cet accord. À travers les plaidoyers et les lobbying, 9 femmes quand même ont pu faire rentrer dans les commissions de suivi de l'accord. Mais jusqu'à présent, nous avons des défis de représentativité des femmes au sein des commissions pour la mise en œuvre de cet accord. En termes de prévention des conflits également, on a certes des mécanismes endogènes, mais je pense que les femmes, il y a le défi de former les femmes pour qu'elles s'approprient les outils d'analyse des conflits, des outils relatifs à l'intervention proprement dite, et aussi cette question de synergie d'action, parce que nous savons que les femmes ont beaucoup de volonté, elles font beaucoup d'un pays à un autre, mais ce manque de synergie d'action
reste encore à prendre en compte dans nos pays respectifs. Aujourd'hui, les femmes sont assez marginalisées dans tout ce qui concerne les processus de gouvernance démocratique et autres. Elles ne sont pas assez représentées. Le défi vraiment majeur, c'est le fait qu'on ne leur donne pas vraiment cet espace pour qu'elles puissent participer au processus démocratique. Il est très important dans ce sens de noter que les gouvernants ont un rôle très important à jouer dans ce sens, mais les femmes même aussi ont un certain manque de volonté à vraiment participer dans ce processus. Donc il faut vraiment adresser ce défi qui est très majeur. Si nous voulons que les femmes soient actives, il faut qu'elles soient formées, il faut qu'elles soient sensibilisées, qu'elles comprennent déjà leur rôle et responsabilités, qu'elles comprennent leurs droits et qu'elles connaissent aussi certains instruments juridiques qui leur donnent ce droit. Le premier défi majeur que les femmes rencontrent, c'est le manque surtout de renforcement de capacité de formation, l'accessibilité surtout à ces formations parce qu'il en existe, mais le problème c'est l'accessibilité à ces formations, à ces femmes-là, qu'elles puissent en bénéficier et pouvoir faire le transfert et vraiment pouvoir avoir un impact positif sur toutes ces questions. L'autre défi c'est les VBG, les violences basées sur les genres que nous subissons. Mais ceci est lié aussi du fait qu'il n'y a pas une grande représentation des femmes dans les institutions. Et aussi le financement, on l'a dit ici, l'autonomisation des femmes. Les femmes ne sont pas autonomes. Et tant qu'on n'est pas autonome, ce n'est pas facile vraiment de jouer le rôle. Par rapport au financement, vous savez, nous travaillons avec la résolution 1325 qui est vraiment l'épine dorsale de nos activités, de nos travaux. Et cette résolution doit être traduite en plan d'action par nos États. Et ce sont les États, particulièrement les ministères en charge du genre et de la femme et de l'enfance, ou bien dans d'autres pays, il y a des ministères qui s'occupent de paix et de sécurité, qui doivent prendre en charge cette mise en œuvre. Convoquer tous les acteurs qui interviennent dans les questions de paix et de sécurité, mais également trouver des financements conséquents, des ressources conséquentes pour la mise en œuvre, parce que rien ne sert d'élaborer un plan d'action, de le mettre en place, et là, toujours le problème de mise en œuvre effective pose problème. Et il y a aussi le défi de mobilisation des ressources. Aujourd'hui, il y a des structures au niveau de tous les pays sahéliens et des structures féminines qui veulent mener des activités, des initiatives vraiment très importantes et pertinentes, mais qui manquent de ressources. Ça, il faut vraiment permettre à ces organisations d'avoir accès à certaines opportunités. Si on peut avoir des cadres qui peuvent travailler à la révision de ce cadre normatif, c'est mettre en place un mécanisme pour ça, ça c'est déjà pas mal. Mais mieux encore, le mécanisme idéal, c'est vraiment avoir une synergie d'action entre les acteurs qui travaillent dans le domaine pour pouvoir non seulement accompagner et en termes de renforcement de capacité, accompagner également en termes de choses, en plus de renforcement de capacité, en termes même de moyens pour que la femme puisse être autonome économiquement. Donc la femme est partout dans le processus de la vie d'un individu, mais quand il s'agit de prendre les décisions, elle est absente. Donc moi je pense que c'est un peu contradictoire quand même, et il faudrait que cet aspect soit réglé en impliquant les femmes, en les renforçant, en les autonomisant. Vraiment, les violences sont inhérentes à toute société comme le conflit, mais il faut qu'on minimise ces violences-là. Les violences sont devenues vraiment, ont pris une dimension exponentielle qui freine vraiment le développement
du pays parce que les femmes ne sont pas impliquées. Ce que nous devrons mettre en place, c'est d'abord c'est faire une base de données, la cartographie des acteurs des femmes qui interviennent dans les systèmes de paix et sécurité. Et comme ça, quand on a ce base de données, à travers ce base de données, on pourra savoir quelle femme est capable d'occuper quel poste dans la consolidation de la paix au sein de nos pays. Et actuellement, quand même, il y a le politique national de lutte contre l'extrémisme violent. Et le plan d'action est déjà en élaboration. Maintenant, dans l'exécution et dans la mise en œuvre de ce plan d'action de lutte contre l'extrémisme violent, nous quand même, le défi que nous devrons élever, ça aussi, c'est de positionner les femmes dans ces commissions locales et régionales ainsi que nationales pour qu'elles puissent participer pleinement dans la prise de décision, dans la mise en œuvre et dans l'exécution de ce plan d'action de la politique nationale et sur la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Pour ces femmes, déjà au niveau national, elles peuvent travailler au niveau des gouvernements. Il faut qu'elles fassent des actions de lobbying et de plaidoyer. Il faut qu'elles adressent un carnet de travail dans lequel elles peuvent mettre en place des projets afin de sensibiliser ces femmes pour qu'elles puissent vraiment participer dans les processus démocratiques et autres. Et surtout en ce qui concerne la prévention des conflits, parce que nous parlons ici du Sahel, et notamment au Mali, au Niger, le Sénégal. En tout cas, ces pays, vraiment, ces femmes du Sahel doivent vraiment se lever pour vraiment participer dans ces processus. Il faut déjà songer à une synergie d'action. Il ne faut pas que les structures continuent d'évoluer de manière dispersée. La CEDEAO a mis en place des structures de femmes, l'Union africaine en a mis en place, j'en passe. Il y a tellement de structures féminines qui sont mises en place par plusieurs organisations ou bailleurs. Je pense qu'il faut penser à les mettre ensemble pour qu'elles puissent travailler parce que les défis sont énormes. À rang dispersé, on ne peut pas apporter de véritables solutions, on ne peut pas impacter. Il faut qu'on accepte de travailler ensemble. Et il faut aussi que les femmes soient solidaires. Je pense que c'est une des difficultés que nous rencontrons et tout le temps on le dit. Si les mécanismes doivent travailler, doivent permettre aux femmes d'émerger, il faut que les femmes elles-mêmes acceptent de travailler ensemble, mettre de côté leurs différends. La grande force pour faire participer les femmes, moi je pense que l'action devrait venir par les femmes elles-mêmes. C'est-à-dire il ne faut pas que nous restions à croiser les bras en pensant que quelqu'un d'autre va nous impliquer. Il faut que nous nous impliquions. Et quand nous nous aurons impliqués, là, étant actrices au devant de la scène, nous, en tant que femmes, nous connaissons mieux que quiconque les besoins des femmes. Et nous sommes à même de défendre nos intérêts. Donc, au-delà de cet engagement féminin que toutes les femmes doivent porter, il y a aussi le portage politique. Parce que quand même, le portage politique est important. Les gouvernants, à travers des politiques inclusives, doivent promouvoir le quota, la parité et tout ce qui permet à ce que dans toutes les instances décisionnelles, aussi bien politiques, économiques, sociales, qu'il y ait la présence des femmes aux côtés des hommes. Il y a des mécanismes qui sont déjà là avec la CEDEAO qui fait un travail excellent, les organisations de la société civile aussi, un peu partout en Afrique, mais des initiatives aussi comme celles qu'on est en train de bénéficier aujourd'hui avec Gorée Institute sont des initiatives qui permettent de faire connaître, et surtout c'est des instruments par lesquels les femmes peuvent accéder pour pouvoir avoir quand même des résultats, avoir des résultats vraiment probants sur les processus de résolution de conflits. Mais par contre, peut-être, surtout, je reviens surtout sur la formation, le renforcement de capacité, parce que des instruments qu'on met aussi à notre disposition, il faut qu'on puisse les manipuler, il faut qu'on puisse les manier de sorte à ce qu'on soit des faiseuses de paix, mais surtout qu'on ne soit pas actrice de conflit, parce qu'il arrive malheureusement souvent qu'on ait cette position d'actrice, mais il faudrait quand même aller dans ce sens-là pour pousser sur plus
beaucoup plus de mécanismes pour inciter les femmes à pouvoir participer pleinement dans la résolution. Nous devons également maîtriser les instruments au niveau de l'Union africaine, tels que l'agenda 2063, l'architecture de paix de l'Union africaine. Il y a tous ces documents. Mais au niveau de la CEDEAO particulièrement, nous avons le cadre de prévention de la CEDEAO, le cadre pour les conflits. Ça aussi avec 15 composantes. Et il y a une composante particulière qui parle de femmes, paix et sécurité. Ça aussi, c'est un mécanisme qu'on peut utiliser, c'est un instrument qu'on peut utiliser pour vraiment peut-être nous améliorer dans nos interventions. Je peux citer l'acte additionnel de la CEDEAO sur l'égalité femmes-hommes. Ça aussi, c'est un instrument assez important que nous, on n'en a pas parlé parce que peut-être qu'on n'a pas le temps. C'est aussi un document important que nous devons travailler. Mais dans ces mécanismes dont vous parlez, nous avons des mécanismes au niveau de nos États, des mécanismes au niveau de nos communautés, à l'échelon le plus bas. Par exemple, les organisations de femmes qui sont dans nos quartiers, les délégués de quartier qu'on peut utiliser, les jeunes qu'on peut utiliser, tout ça, c'est des aspects, des éléments que nous pouvons assembler, regrouper, donc qui pourront vraiment mettre en place une stratégie de travail pour intervenir efficacement sur les questions de paix et de sécurité, d'abord dans nos localités, ensuite au niveau national et au niveau régional et sous-régional. La première recommandation que je dois faire aux États, c'est prendre en charge les plans d'action concernant la résolution 1325, octroyer des financements conséquents pour que ces plans d'action puissent être traduits en action, mais également accompagner les organisations de la société civile qui travaillent dans le secteur en matière de financement, de renforcement de capacité et allouer un budget, aller même vers l'approche, vers la budgétisation sensible aux gens. C'est dommage que je ne connais pas dans la sous-région, au niveau des 15 pays de la CEDEAO, un pays qui ait pris en charge ce financement concernant nos plans d'action issus de la résolution 1325. Il y a les textes qui sont là, l'application stricte de ces instruments juridiques qui favorisent la participation des femmes dans ces processus-là, tels que la résolution 1325. Nous, on a une loi sur le genre aussi qui promouvoit les deux sexes dans les fonctions nominatives et législatives. Maintenant, quand ces textes législatifs seront appliqués, je pense que ça va corriger beaucoup d'inégalités qui se trouvent dans le positionnement entre hommes et femmes. Là, à l'endroit des politiques, je vais vraiment demander une certaine ouverture et une volonté politique et leur demander l'inclusion et la participation. Ça veut dire qu'il ne faut pas aller seul, allons ensemble et permettez, pour même, ils gagneraient à travailler à plus de participation de tous. Parce que ça va éviter les critiques stériles. Et à l'endroit des États, il faut qu'ils permettent à ces femmes vraiment de participer. Et comme je l'ai dit tantôt, les femmes doivent vraiment aussi dresser un projet dans ce sens. Elles doivent se mettre ensemble. Les associations de femmes qui travaillent dans le domaine de la sécurité, la prévention des conflits doivent aussi s'adresser, mettre en place un réseau dans lequel elles pourront se lever pour vraiment mettre en place ces projets cités. Au niveau régional, il faut vraiment aussi, déjà, l'action la plus primordiale, c'est de comprendre les instruments qui sont mis en place dans ce sens. Il y a les instruments, on parle notamment de la CEDEAO au niveau du cadre de prévention des conflits. Il y a cet instrument, il y a le mécanisme sur la prévention des conflits, le règlement des différends aussi, qu'il faut connaître. Au niveau international, nous avons la résolution 1325 notamment. Donc c'est vraiment pour que ces femmes aussi comprennent ces instruments et s'approprient et puis voilà, que ça soit domestiqué au niveau des États. Et au niveau de l'État, il faut déjà que le travail des femmes soit pris en compte dans les priorités politiques. Parce qu'au Niger, on a tendance à comprendre que même si la sécurité est une priorité, mais la place de la femme
n'est pas perçue comme telle. Donc il faut qu'on pense à donner vraiment une place importante à la femme dans la gestion de la prévention de conflits. Et il faut dépolitiser aussi les représentativités des femmes dans les instances de ces décisions. Et il y a certains mécanismes, il y a certains canaux aujourd'hui qui existent, mais qui sont donnés à des femmes de pouvoir ou bien des femmes qui ont leur mari dans le gouvernement. Ça, c'est des mécanismes qui ne marchent pas parce que dès que ça c'est politisé, on aura du mal à détecter vraiment l'efficacité de ces mécanismes-là. Le gouvernement devrait aussi développer des mécanismes qui permettraient de recevoir l'information effectivement auprès de la société civile et d'agir sur cela. Parce que souvent, nous avons des faits, etc. Et les organisations de la société civile vous diraient, pourtant nous avions alerté telle institution, mais en fait l'information n'a pas été remise à qui de droit, ou bien qui de droit a reçu l'information mais n'a pas agi sur les recommandations que nous avons données. Et donc, c'est cette rigueur que je ramène par rapport à nos gouvernements. Je ramène nos gouvernements ou exhorte nos gouvernements à donner plus de sérieux au travail que nos organisations de la société civile de femmes font. Les femmes, tout à l'heure, je parlais du besoin qu'elles avaient d'être capacitées, mais à côté de cela, nous avons un nombre considérable de femmes qui ont cette connaissance. Nous avons un nombre considérable de femmes qui peuvent faire d'excellentes recherches, qui font des médiations sans pour autant que nos gouvernements le sachent. À la société civile, je dirais, travailler davantage en collaboration les uns avec les autres, de ne pas trop faire d'actions éparses qui diminuent les ressources techniques et financières et diminuent aussi les chances d'atteindre les objectifs. Et donc, je dirais renforcer la synergie d'action, surtout continuer à vos capacités, surtout avec les nouvelles donnes qui sont créées de plus en plus dans le domaine des questions de paix et sécurité. Développer, ce serait le troisième point, développer des recherches. Aller dans la génération de connaissances qui est très très importante pour pouvoir documenter ce qui se fait sur le terrain parce que la société civile a tendance à être très activiste et cet activisme se base sur de la spontanéité et des choses peuvent se faire de très importantes sur le terrain mais on saute de cela pour aller tacler d'autres initiatives sans pour autant documenter ce qui a été déjà fait et capitaliser sur cela pour pouvoir en tout cas aller de l'avant. Donc prendre le temps de documenter à mon avis par rapport à la société civile et partager ce connaissance, je pense que c'est important. Très souvent, ce qui fait que nous échouons et on n'arrive pas à capitaliser, par exemple, les critiques. Voilà, donc ça veut dire ne pas voir les critiques négativement, mais avoir une attention particulière sur ces critiques-là, investiguer par rapport à ça et trouver en ces critiques-là des solutions pour pouvoir transformer la situation en notre faveur. Donc ça veut dire qu'en termes de recommandations, c'est revoir notre stratégie d'action, la manière dont on fait, ne plus voir les choses négativement, mais saisir ce qui semble être conflit, ce qui semble être opposition là, comme une opportunité de transformation. Donc, si vraiment la société civile devait voir ça de cette manière-là, ça va éviter les situations de tension. Et toujours à l'endroit de la société civile, ne plus avoir un comportement conflictuel de tension avec les premiers responsables, mais travailler à avoir des cadres de dialogue constructif. Ça veut dire on s'assoit,
on présente la situation, on se comprend et on fait des propositions. Au niveau des organisations internationales, moi je pense qu'il faut qu'elles continuent d'appuyer les femmes, de renforcer les capacités des femmes. Ça va revenir tout le temps. Mais quelles femmes il faut continuer de renforcer? C'est vrai, nous sommes des structures qui sont comme des porte-parole des femmes rurales. Mais il faut qu'on pense aussi à ces femmes rurales. On ne va plus continuer à dire voilà, c'est des organisations féminines, il faut former au niveau des villes. Il faut faire déplacer aussi les femmes rurales, les former, leur donner les mêmes outils pour qu'elles soient efficaces dans leur communauté. Moi, je pense que comme le disent les Wolof, c'est les femmes qui doivent être conscientes qu'elles doivent jouer un rôle. C'est vrai que nous qui sommes là aujourd'hui, nous représentons les femmes. Mais les femmes que nous représentons, est-ce qu'elles nous suivent? Est-ce qu'elles ont compris qu'elles doivent nous soutenir dans ce que nous faisons? Parce que nous le faisons pour toutes les femmes et pour tout le monde d'ailleurs. Pas que les femmes, pas que les jeunes, c'est pour toutes nos populations que nous le faisons. Mais ces femmes-là doivent être informées, doivent prendre le rôle qui leur est dû, qui est le leur, et que l'État doit aussi les accompagner. L'État doit seulement faciliter, parce que je pense que tous les textes sont là, nous permettent d'y aller. Mais si nous voulons attendre que l'État vienne pour nous dire venez, on n'ira jamais. C'est à nous d'être vraiment conscientes du rôle que nous devons jouer. Nous le sommes, nous qui sommes là, mais il reste l'écrasante majorité qu'il faut amener avec nous. Parce que ça ne sert à rien d'être là, un petit nombre. On va parler, on va s'égosier, mais le message ne passera pas. Je pense qu'il y a un travail qu'on doit faire à la base. Et ce travail-là, si on le fait, les femmes vont nous accompagner. Les autres femmes vont nous accompagner, nous qui portons leur voix. Et je pense que le message sera amplifié et on ira plus de l'avant. Au voisinage du Sahel, il y a le G5 Sahel. Tout à l'heure même, le Mali vient de finir avec son mandat et ça est parti au Mauritanie, si je ne me trompe pas. Maintenant, ce que je demande encore à ces pays-là, le financement qu'ils accordent aux femmes du G5 Sahel est minime. D'augmenter le financement des femmes du G5 Sahel afin qu'elles puissent exécuter leur programme, leur plan d'action annuel. C'est ça qui pourra aider beaucoup les pays du G5 Sahel à consolider la paix au sein de nos communautés. C'est vraiment d'aller beaucoup plus dans une synergie d'action de ce qui se fait de part et d'autre, d'aller dans les échanges de best practices, d'échanges de compétences, parce que dans la zone Sahel, bien entendu, moi je suis du Sénégal, même si on n'est pas encore, les crises ne sont pas les mêmes un peu partout dans les zones, cela ne pas dire que la paix est stable, comme on dit, s'il y a une paix positive et une paix négative. Comment faire aujourd'hui pour être outillé de telle sorte qu'on puisse être préventif dans ce cadre-là. Et donc la société civile a un rôle extrêmement important à jouer là-dessus, parce que c'est la société civile en général qui est surtout en contact direct avec la population. C'est la société civile qui est, comme on dit, au bottom of the pyramid, si on doit prendre la pyramide des organisations impliquées, avant d'arriver aux institutions de l'État, avant d'arriver aux institutions régionales, internationales. Donc je pense que si la société civile vraiment crée ce cadre-là, avec l'aide bien sûr des institutions, ce cadre de dialogue, de concertation, mais surtout d'échange, comme je dis, sur les bonnes pratiques, ça, ce serait vraiment quelque chose de très probant pour le Sahel. Pour Gorée, ce que vraiment nous allons demander, et c'est ma première fois, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de cadres de ce genre. Et tout simplement pour dire, c'est des cadres vraiment salvateurs qu'il faut pérenniser. Pérenniser toujours dans le sens du renforcement de capacité, pérenniser en nous accompagnant, parce qu'il ne faudrait pas que ça se limite à cette rencontre, parce que nous allons aller implémenter cela dans nos pays, que nous ayons, même à travers les différents projets que nous allons monter au niveau pays, que Gorée continue à nous accompagner techniquement, matériellement, financièrement, par rapport à ce que nous allons faire. Au niveau des organisations locales, il faut qu'on soit beaucoup plus pragmatique et puis penser vraiment à des innovations. Parce que nous faisons la même chose tout le temps. Même s'il y a quelques résultats que ça nous apporte,
ce n'est pas ce que nous attendons. Il faut qu'on pense à innover, à apporter vraiment une certaine touche à ce que nous faisons comme initiative. Aujourd'hui, nous, ce que nous avons constaté dans certaines localités, certes, il faut former les femmes rurales, mais il faut les amener à être beaucoup plus organisées et mettre à leur disposition les moyens qui peuvent leur permettre d'être autonomes. Parce que quand nous cherchons vraiment à réduire la vulnérabilité des femmes dans les zones de conflit, il faut qu'elles mènent des activités génératrices de revenus. Il faut qu'elles se sentent autonomes pour pouvoir vraiment affronter tout type de conflit qui se présente en elles. Bon, la recommandation, c'est surtout de construire ces discours qui pensent que la femme n'a pas sa place dans les instances décisionnelles. Et donner plus de confiance aux femmes quand il s'agit de la gestion des affaires publiques et politiques, parce qu'elle a quand même fait ses preuves. Et surtout que les femmes ne baissent jamais les bras, qu'elles arrachent leurs droits et qu'elles doivent multiplier les actions de sensibilisation dans ce domaine à l'endroit de leurs consoeurs du pays, du reste du pays et pourquoi pas de la sous-région. Pour la CEDEAO, pour les institutions régionales, peut-être qu'on pourrait atteindre aussi le G5 Sahel. Mais je vais aller droit vers la CEDEAO, surtout parce que nous savons que la CEDEAO a des outils très importants par rapport aux questions de paix et sécurité, notamment le cadre de prévention des conflits de la CEDEAO de 2008. Je dirais continuer à appuyer les populations pour la vulgarisation de cet outil-là. Je dirais également s'assurer que ces outils soient beaucoup plus proches des populations afin qu'il y ait bien entendu une appropriation de ces outils par les populations les plus proches. Appropriation, pas pour lire les documents et les comprendre, mais mettre en œuvre à travers l'action. Parce que souvent on a tendance à penser que vulgariser s'arrête à juste informer. Souvent une institution, une partie prenante peut vulgariser sans pour autant techniquement le faire de façon textuelle à travers les textes, mais vulgariser à travers la mise en œuvre du contenu de cette résolution. Et à l'endroit de la société civile, ce que je recommande à eux, ça c'est une synergie d'actions. Les actions que nous sommes en train de faire, c'est un peu dispersé. Quand on se met ensemble de faire une synergie d'actions, on pourra capitaliser tout ce que nous sommes en train de faire concernant la consolidation de la paix dans nos pays. Et concernant les partenaires aussi, on a besoin aussi plus de renforcement des capacités des femmes pour qu'elles puissent être des médiatrices, qu'elles puissent occuper des positions au sein même de ces médiations et qu'elles puissent s'exprimer librement et défendre les besoins spécifiques des femmes dans ces négociations, dans ces médiations, dans ces consolidations de la paix dans nos pays. Mais aussi on a remarqué dans nos localités, dans nos pays, l'État s'est désengagé dans certaines localités éloignées. Vous allez dans une zone très éloignée vers Kolda ou Sédhiou. Moi, je suis allée une fois, un village qui s'appelle Salikenye. C'est un village sénégalais, mais ils sont plutôt gambiens. Ils parlent anglais, ils utilisent la monnaie, le dalasi. Ils vont se soigner en Gambie, mais ils font tout. Nous, on était allés leur installer des cases pour les femmes, des garderies d'enfants. Donc, mais ça est quasiment existant. On ne trouve pas de poste de santé, on ne trouve pas d'école. On ne trouve pas de structure, d'infrastructure. Ça aussi, c'est l'État qui doit s'engager par rapport à ces questions. Et les collectivités locales également, quand je dis État, je pense aux collectivités locales qui doivent s'impliquer davantage dans la résolution des conflits au niveau de leur zone, parce que dans leur mission, il leur appartient de travailler, d'être à proximité de leur population et qui les ont élus. Mais qu'est-ce que je peux formuler également comme recommandation? Le renforcement de capacité, ça ne suffit pas. Certes, nous avons reçu des formations, mais il faut recycler, s'adapter dans le contexte. Donc, par rapport à ces programmes de renforcement de capacité. Pour les partenaires, je m'adresse aux partenaires. Par exemple, ce que fait Gorée Institut est formidable. Gorée Institut, annuellement, organise une rencontre
où les femmes leaders de la sous-région sont réunies pour échanger sur les bonnes pratiques, échanger, parler de leur expérience, mais aussi des innovations et des perspectives, parce que le monde bouge et les choses changent. Mais aussi les partenaires tels que la CEDEAO, tels que les agences des Nations Unies qui sont là avec nous, qui nous appuient. Je pense que ce qu'ils nous donnent quelquefois, c'est des miettes, ce n'est pas conséquent. Il faut qu'ils augmentent les budgets qu'ils allouent aux organisations de femmes et de jeunes surtout. Et de jeunes parce qu'il faut penser aussi aux jeunes pour la relève intergénérationnelle. Elles sont là dans la salle. Mais si elles ne sont pas associées à nos programmes, si elles ne viennent pas à nos côtés pour savoir ce qui se passe, mais moi je pense que cette relève-là va poser un problème.